PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, et c'est bien sûr avec Marc Ezrati. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et comme à chaque fois, on démarre avec le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence ce journal avec une enquête de la répression des fraudes qui épingle les agences immobilières. Clause illicite, honoraires obscurs, la répression des fraudes a lancé une vaste enquête en 2019 auprès de 2200 établissements, des agences immobilières dans toute la France, et dont on connaît les résultats que depuis quelques jours. De nombreuses agences immobilières ont été épinglées avec des taux d'anomalie qui se situaient entre 58 et 65%. Ouais, c'est énorme. On poursuit avec une retraitée qui n'arrive pas à vendre sa maison pour payer l'EHPAD. Effectivement, pour payer son hébergement en EHPAD, une propriétaire veut vendre sa maison située dans l'Orne. Mais les locataires actuels refusent de partir. Ils vivent là depuis 10 ans avec un bail verbal octroyé par la retraitée. Depuis 1 an, c'est une bagarre incessante, juridique, qui oppose les deux parties, et une sortie amiable de crise semble bien mal engagée. On finit avec l'annonce que vous avez sélectionnée chez notre partenaire Gardien Recrute. Cette semaine, c'est une copropriété de 46 lots qui est située à Écully, c'est près de Lyon, dans le Rhône, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble pour mission d'assurer le nettoyage des parties communes et des espaces extérieurs. Pour ce poste en CDI, le salaire reste à définir selon l'expérience. Un logement de 99 mètres carrés avec une terrasse est prévu avec tout ça. Vous retrouverez cette annonce sur gardienrecrute.com. Voilà, merci pour toutes ces infos. Et tout de suite, on retrouve l'instant réno avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef de Maisons et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Pour finir la saison, cette belle saison d'instants réno, pleine de souvenirs, de beaux souvenirs, j'accueille comme tous les samedis Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline, et en effet, il y a eu pas mal de beaux souvenirs. Alors, pour rappel, vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors, pour fêter comme il se doit cette dernière de la saison, je crois que vous nous avez concocté un petit devoir sur table, pas trop dur, j'espère. C'est surtout les cahiers de vacances. C'est ça, c'est un moyen de voir si vous nous avez bien écoutés. Donc, petit contrôle de fin d'année avec un vrai faux. Donc, assez simple, une saison entière que nous parlons rénovation énergétique ensemble. Il est temps de contrôler vos connaissances. Alors, premier, je peux cumuler la prime énergie et ma prime rénov'. Vrai. Vrai, Céline, vous pouvez bénéficier de ces deux aides pour une ou plusieurs opérations. En deux, ma prime rénov' et la prime énergie ne concernent que les logements anciens. Faux. Faux, selon ma prime rénov' est destinée aux logements de plus de 14 ans contre seulement 2 ans pour la prime énergie. Je peux demander plusieurs fois la prime énergie pour mes travaux. Vrai. Vrai, si vous menez plusieurs opérations de travaux, chaque chantier doit être différent. Par exemple, vous pouvez faire des demandes de primes pour l'isolation des combles, des murs ou encore changer votre chauffage. J'ai droit aux aides pour des travaux d'embellissement. Vrai. Eh bien non, c'est faux. Ah mince. Les travaux de bon jusque-là. Pratiquement un sans faute, mais c'est faux. Les travaux de rénovation énergétique ont un but bien précis, réduire votre consommation de chauffage. Alors se faire aider financièrement, Céline, pour les peintures, vernis, faux plafond, encore fixer ces miroirs au mur, c'est non. Mais par contre, sachez que les travaux de rénovation énergétique valorisent votre patrimoine, et ça c'est vrai. Bon Céline, vous passez l'année quand même avec une mention très très bien parce que c'est pratiquement un sans faute, et il y avait un petit piège sur la dernière. Ah, je suis rassurée, ça fait plaisir ça, je vais pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. Merci Katia Léal, et très très belles vacances avec vous. Céline Chahi, on vous retrouve dans quelques minutes pour le magazine avec de la semaine. Voilà. Céline Chahi, rédactrice en chef bien sûr à Maisons et Travaux. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mag de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Et on parle dans ce magazine de la semaine de jardin, Marc. Et c'est parti, l'été est bien là et c'est l'occasion de mettre le nez dehors et de profiter de son jardin. Rebonjour Céline Chahi. Rebonjour Marc. Rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Alors Céline, on dit souvent que le jardin est la 5e pièce de la maison.
Vous nous expliquez? C'est vrai, le jardin est bien la 5e pièce de la maison. Alors on l'a longtemps dit, voilà, c'était une expression qui n'avait pas forcément d'ailleurs toujours de réalité en face. Là, cette fois, c'est vrai. On aménage et on décore son jardin comme une pièce de la maison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vouloir atteindre le même degré de confort qu'à l'intérieur de la maison. Donc on va vouloir, quand il fait froid, chauffer l'extérieur. Quand il fait frais, pouvoir bénéficier d'un air frais. On va aussi vouloir retrouver de l'éclairage, on va vouloir retrouver du son, parfois de la vidéo en installant des écrans, une télé. On veut vraiment qu'il n'y ait véritablement plus de frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Alors ça va jusqu'au petit détail près, donc ça veut dire qu'on va aussi beaucoup soigner l'aménagement et la décoration. D'ailleurs, la plupart des enseignes de déco ont des catalogues dédiés à cette offre aménagement extérieur, et du coup on va apporter un soin particulier à sa déco. On va vouloir créer une ambiance, un décor. On va aller jusqu'au moindre petit détail, donc comme par exemple la petite carafe qui va être coordonnée à son service de table. On va aussi pouvoir intégrer un tapis à l'extérieur, puisque maintenant il y a énormément de tapis qui sont faits aussi avec des textiles résistants pour l'extérieur. En fait, finalement, on retrouve le cadre, le décorum de l'intérieur, mais à l'extérieur. Alors justement, qu'est-ce qui existe comme solution pour gagner de la place? Alors, vous le dites, Marc, le problème c'est qu'on est souvent limité en place. On a de la chance quand on a un espace extérieur, mais parfois et souvent il est limité. La surface est réduite, alors il faut jouer. Il faut jouer avec des solutions, par exemple, pliantes, des solutions rétractables, des roulettes. On va pouvoir jouer aussi avec des poufs qui vont pouvoir être déplacés à l'extérieur. Les poufs, c'est très pratique quand on a, par exemple, un petit balcon ou une terrasse. Ce que je conseillerais, c'est vraiment de ne pas figer l'espace quand il est réduit, afin de pouvoir vraiment configurer en fonction des besoins, en fonction du nombre d'invités, et puis en fonction aussi de ce qu'on fait au moment où on est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément configurer le même espace quand on dîne, quand on se repose pour lire. Donc il faut tenir compte de tout ça, et le mieux, c'est vrai que c'est d'avoir du mobilier qui va être modulable. Alors, à l'inverse, lorsqu'on dispose de plus de place, quelle est la règle pour aménager l'espace? Alors là, quand on a plus de place, quand son jardin se déploie sur plusieurs centaines de mètres carrés, voire des hectares, l'idée, c'est vraiment de prendre son temps pour aménager l'espace. Et ce que je conseille, c'est de créer un zoning. C'est vraiment ce qui va permettre d'exploiter le mieux tout l'espace disponible. Donc un zoning, ça veut dire quoi? C'est tout simple, c'est pas du tout un mot barbare. L'idée, c'est qu'on va définir une fonction à chaque espace. Voilà. Donc, par exemple, Marc, on le sait, vous aimez bronzer. Eh bien, vous allez vous prévoir un espace solarium. Voilà. Vous aimez aussi la pétanque, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez vous prévoir un espace terrain de pétanque. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez mettre des zones sur chaque fonction. Et ces zones, il est important de prévoir les bons espaces de circulation, les bons flux de circulation. Donc, par exemple, ne pas installer son point de cuisson, ça peut être, ça peut paraître bête, mais ça peut être vraiment très gênant. Le coin barbecue, il faut vraiment l'éloigner de l'espace baignade, l'éloigner aussi du point où on va étendre son linge. Et ça, le mieux pour parvenir au résultat le plus cohérent, c'est vraiment de le mettre sur papier pour voir si tout fonctionne bien. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à aménager le mieux possible son espace. Donc si je comprends bien, on va de plus en plus vers des jardins de plus en plus équipés. Très, très équipés. Si autrefois on pouvait se contenter d'une terrasse et d'un barbecue, là, fini le simple barbecue, on va être carrément sur tout un espace cuisine qu'on va aménager à l'extérieur. Ce sont vraiment de vraies cuisines qu'on aménage à l'extérieur avec tout ce que ça peut avoir de confortable, comme par exemple un plan de travail. On va aussi beaucoup les équiper en électroménager. Donc on peut mettre un four à l'extérieur, on peut mettre des plaques de cuisson, on peut aller jusqu'à pousser aussi le curseur, c'est ce que je disais tout à l'heure, à intégrer, si on veut pouvoir manger en regardant la télé. On peut aussi installer un écran de télé dans sa cuisine, c'est tout à fait possible. Alors il y a aussi les piscines, il paraît que c'est le rêve des Français. Ça devient accessible? Oui,
On peut avoir une piscine, tout le monde peut avoir une piscine moyennant un budget qui reste quand même accessible. Et alors, il ne faut pas croire que... alors, on ne va pas forcément effectivement être sur un modèle maçonné, il ne faut pas non plus se leurrer, mais il existe de très beaux modèles de piscines hors sol. Contrairement à ce qu'on pense, on peut penser que c'est des verrues et ce n'est pas le cas. Elles ont beaucoup évolué en termes d'habillage, qui sont très soignés. On peut partir sur un habillage bois qui va vraiment être très beau et qui va permettre une intégration de la piscine hors sol dans son jardin. Et puis en termes d'équipement, on n'est plus du tout sur des bassins eau froide. On peut chauffer l'eau, on peut on peut y intégrer des buses pour bénéficier de massages. Tout ça fait monter énormément en gamme les piscines hors sol et donc ça permet de rendre accessibles les piscines. Comment on peut être sûr que son extérieur il sera agréable à vivre ? Eh bien, la clé, c'est de se protéger. Il faut se protéger un maximum. Donc, se protéger des regards extérieurs en se protégeant du vis-à-vis avec des haies, par exemple, végétales. Ça permet aussi de végétaliser son espace extérieur et c'est très important d'avoir un espace végétalisé puisqu'on va aussi amener du végétal qui est très agréable à l'œil, de la fraîcheur aussi. On va se protéger aussi de la chaleur. Très important, avec des stores, avec des moyens pour rafraîchir l'air, donc par exemple des brumisateurs, il en existe très accessibles. Et puis, il est important aussi quand on va chercher à réduire un peu la chaleur dans son espace extérieur, on peut jouer avec certains matériaux. Donc, je conseillerais de vraiment bien choisir ces matériaux. Il y en a certains, par exemple, qui ont la faculté de capter la fraîcheur pendant la nuit et de la restituer la journée. C'est le cas pour certains revêtements de sol. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi s'appuyer sur les propriétés des matériaux qu'on va utiliser. Un petit conseil pour la route ? Allez, un petit conseil pour la route. Je conseille de vraiment ne pas oublier l'éclairage parce que ça donne... c'est ce qui va permettre de créer de l'ambiance, d'amener vraiment une petite touche sympa dans son espace. Donc ne pas oublier l'éclairage extérieur. Qu'est-ce qu'on trouve dans le dernier numéro de Maison et Travaux ? Eh bien justement, tous les conseils pour pouvoir aménager son espace extérieur. Voilà, donc une mine de conseils et une mine d'idées. Merci beaucoup Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Très belles vacances à vous, vous partez dans le sud ? Je pars dans le sud, dans oui. Le sud. Dans le sud. Je me mets au soleil, justement. Eh bien, très belles vacances à vous et puis on vous retrouve à la rentrée. Et dans les jardins. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio et tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. On parle IMO, la suite avec Marc Ezrati, bien sûr. Et tout de suite, c'est le coaching immobilier avec Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Alors, Corinne, on vient d'en parler avec Céline Chahi, c'est l'été et c'est la période idéale pour profiter de son jardin quand on a la chance d'en avoir un, évidemment. Un jardin, c'est sympa, mais c'est aussi du boulot. Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Céline, elle nous a fait rêver pendant 5 minutes. Et là, boum, on va parler de la partie moins sympathique qui est l'entretien. Et effectivement, un jardin, c'est un petit peu de travail. Et c'est important de l'avoir en tête. Je pense notamment à tous ceux qui possèdent un appartement et qui en ont marre d'aller chez des amis qui ont une maison et qui sont un peu jaloux et qui aimeraient bien eux aussi pouvoir faire des barbecues, etc. Oui, c'est vrai, un jardin, c'est génial, mais il faut l'entretenir. Vos amis, il y a aussi des moments où ils tondent la pelouse. En automne, il faut ramasser les feuilles mortes. Encore plus joyeux, ramasser des fois les feuilles mortes des voisins. Voilà, donc ça peut aussi être un petit peu de travail. Et ce travail d'entretien, il est forcément indispensable. Alors, oui, enfin, disons comme Céline l'a dit, le jardin, c'est vraiment devenu une pièce supplémentaire. Et c'est une pièce qui, plusieurs mois par an, est, on peut le dire, la plus agréable à vivre. Donc si vous ne l'entretenez pas, c'est un peu gâché. Donc forcément, le jardin, il vaut mieux pas le laisser partir en friche. Et puis là, je m'adresse à ceux qui veulent vendre leur maison. Quand on vend une maison, le jardin, s'il est bien fait, bien construit et bien entretenu, ça peut réellement déclencher un coup de cœur. Voilà. Alors que si c'est une friche, ça peut un peu dissuader les acheteurs. Alors justement, est-ce qu'il faut se méfier si on visite une maison avec un jardin qui est mal entretenu ?
Pas tant que ça, parce que contrairement à une maison où il y a vraiment du bâti, il peut y avoir des vices cachés, un jardin, ça peut toujours se rattraper. C'est juste que c'est du travail, mais vous voyez, il n'y a pas de piège. C'est juste que le propriétaire a eu la flemme de s'en occuper ou que c'était pas son truc. Mais voilà, c'est quand même toujours rattrapable un jardin. Il va juste falloir faire un petit peu de travail. Oui, mais Corinne, ça coûte cher de refaire un jardin. Alors oui et non, en fait ça dépend complètement à quel point vous êtes prêt à y mettre de l'énergie parce que là vous pouvez quand même le faire vous-même ou faire appel à une société spécialisée. Alors si vous faites appel à une société spécialisée, oui c'est sûr ça va être quand même un budget, mais encore une fois vous pouvez tout faire. Ouais mais enfin attention, il faut quand même s'y connaître. Alors franchement, ça n'a rien d'insurmontable et par contre, le bon côté de l'entretien du jardin, c'est que c'est pour beaucoup de gens aussi une passion, beaucoup plus que par exemple de faire la vaisselle. Il y a très peu de gens passionnés par la vaisselle, alors que le jardinage, c'est clairement une activité que énormément de personnes adorent, que ça détend. Ça détend. Et la preuve en est, exactement. Ouais. Et la preuve en est, c'est que vous allez trouver sur Internet, et notamment je pense à YouTube, des tonnes de vidéos, des idées, des explications. Vous pouvez faire voilà, pour tout. Donc ça prouve bien que c'est vraiment un centre d'intérêt important. Les magasins de jardinage sont toujours absolument pleins en été. Donc voilà. Et vous-même, vous allez peut-être vous découvrir cette passion-là si vous découvrez le jardin. Je l'ai. Voilà. On revient un petit peu à l'entretien, Corinne. Quand on est locataire, ça se passe comment ? Alors, quand on est locataire, alors ça fait partie de la location, évidemment, le jardin, et c'est noté sur le contrat de location comme accessoire du logement. C'est pas noté comme une pièce en plus, pour le coup. Alors, c'est d'ailleurs conseillé pour les propriétaires d'indiquer les différentes plantations qui s'y trouvent sur l'état des lieux d'entrée. Ça permet de s'y retrouver pour savoir ce que le locataire est tenu de restituer à son départ. Et par conséquent, la charge de l'entretien du jardin, comme celle du logement, elle revient au locataire. C'est donc à lui de passer la tondeuse, d'arroser les plantes. Bon, encore une fois, d'une part, ça lui permet d'en profiter agréablement, et d'autre part, il doit rendre compte à son propriétaire en fin de location de l'état dans lequel il lui restitue son bien. Alors, des trucs comme la pelouse, si vous la tondez pas, c'est pas très grave, il faudra juste la tondre pour l'état des lieux de sortie. Mais si en vous avez été négligent et que vous avez des choses qui sont un petit peu, des plantations un petit peu mortes, et ben là, vous pouvez être tenu de restituer ça, enfin en tout cas de le payer. Corinne, sans me regarder avec insistance, pour limiter l'effort d'entretien, est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un petit jardin ? Alors, il y a certains acheteurs qui font exactement ce calcul, en effet, qui, on l'a vu, c'est-à-dire que le critère sur les jardins, c'est pas forcément plus c'est grand, mieux c'est. Dans certains cas, des acheteurs vont préférer un jardin d'une taille raisonnable, justement pour ne pas avoir trop de travail, pour tondre la pelouse, etc. D'autant que dans la réalité, les surfaces qu'on utilise vraiment quand on a un jardin, elles sont quand même assez restreintes. Et puis c'est toujours les mêmes. Il y a la zone terrasse avec la table pour les repas en extérieur, les barbecues évidemment. Il y a une éventuelle zone d'aire de jeu pour les enfants. C'est-à-dire, si on suit la tendance, un espace en mesure d'accueillir un trampoline. Et puis voilà, des fois un potager, ok. Mais c'est vrai que souvent on n'utilise pas non plus 2000 mètres carrés. Donc ok, ça ajoute des perspectives, ça ajoute une vue, mais on y est quand même pas si souvent que ça. Donc ça peut valoir le coup d'avoir un jardin de taille petite ou moyenne. Un dernier conseil, Corinne, pour les personnes qui nous écoutent ce matin et qui vivent en appartement. Et bien justement, posez-vous la question de savoir quels seront vos usages réels du jardin et à partir de là, de la surface dont vous avez besoin. Et attention, si vous avez un projet de piscine à moyen terme, il faut en tenir compte aussi parce que ça prend pas mal d'espace. En plus du bassin lui-même, il faut prévoir des distances de recul d'au moins 3 mètres par rapport aux propriétés voisines. Ça, c'est une obligation du code de l'urbanisme. Donc, ça va nécessiter forcément un jardin plus grand et un entretien du jardin limité à cet emplacement, mais un entretien tout de même, car une piscine aussi, c'est un petit peu de travail. Effectivement. Allez, on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent aussi, eux aussi, bénéficier de conseils en s'inscrivant sur pap.fr. Tout de suite, c'est le coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO. Corinne, on est toujours avec vous. On part où ce matin pour la dernière dont parle IMO? On part dans une région charmante, la Normandie. Ça nous change un peu d'habitude. On va plus au nord. Plus précisément dans le département du Calvados, à Saint-Pierre-de-Maillocq. Alors, c'est un village situé à 40 minutes de Deauville, à 10 minutes de Lisieux. Et puis, il y a une gare qui permet de rejoindre Paris en 1h45. J'imagine que c'est une maison. Ah bah oui, c'est une authentique maison normande avec des colombages. Elle fait 100 mètres carrés, il y a 3 chambres. Et puis, encore une fois, il y a du cachet avec des tomates au sol et des poutres.
J'imagine qu'il y a aussi un jardin. Ouais, alors il y a un jardin qui fait 4643 mètres carrés. On n'est pas dans le petit jardin là. Il est constitué d'herbes et de pommiers, ce qui veut dire que quand même en termes d'entretien, il y a essentiellement la tonte de la pelouse. Mais vu la surface, là, honnêtement, vous allez avoir besoin d'un petit tracteur. D'autant qu'en Normandie, le gazon, ça pousse bien. Et si vous avez des projets de piscine, là, vous avez l'embarras du choix pour trouver un emplacement. J'imagine qu'il y a un DPE. Et oui, il y a une classe énergie et elle est pas mauvaise du tout puisqu'elle est D, ce qui est tout à fait correct pour une maison ancienne dans cette région. J'imagine enfin qu'il y a un prix. Et oui, 225 000 euros, soit 2250 euros du mètre carré. C'est une maison qui est très adaptée, soit pour une famille de franciliens avec enfants, mais qui veut télétravailler en partie. Ça peut être, on peut aussi s'installer là-bas parce qu'il y a une école dans le village en résidence principale. Donc voilà. Merci Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier PAP.fr pour ce dernier coaching de l'année. Très belles vacances à vous, très belles vacances. On pense aussi à Laetitia Caron qui nous avait accompagnés en début de saison dans On parle IMO. Vous partez où ? Moi, je pars en Bretagne. Exactement. Voilà. Donc, vous commencez à me connaître. Les images du bien, on les retrouve comme d'hab sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Dès la fin de l'émission, où on appelle le standard de Sud Radio 0826 300 300. Voilà, et tout de suite, c'est le 48 secondes avec Frédéric Fouchera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, je souhaite louer un appartement. Il est question de caution et de dépôt de garantie. Quelle est la différence ? Bonjour Marc. Il est parfois difficile de s'y retrouver entre les différentes terminologies. Le point commun entre le dépôt de garantie et la caution, c'est qu'ils sont faits pour protéger le propriétaire bailleur d'un bien en location. Alors comment, me direz-vous ? Le dépôt de garantie est une somme versée par le locataire bloqué sur un compte. Cette somme permettra éventuellement de couvrir des frais de travaux ou de remise en état du bien au moment du départ du locataire. La loi indique qu'il faut verser jusqu'à 1 mois de loyer pour une location vide et 2 mois pour un bien qui serait loué meublé. Un conseil pour récupérer votre dépôt de garantie ? À votre départ, veillez à rendre votre logement dans le même état qu'à votre arrivée. Vérifiez que tout est bien en place, les prises électriques, les ampoules fixées et les aérations nettoyées. La caution, elle, permet au propriétaire de sécuriser les loyers de son ou de ses locataires. En effet, en cas de non-paiement du loyer, c'est la personne qui s'est portée caution sur le bail qui devra payer le loyer à la place du locataire. Voilà Marc, à présent vous connaissez la différence entre caution et dépôt de garantie. Les deux vous seront demandés si vous souhaitez vous installer dans un logement en location. Merci Frédéric Fougera, c'était aujourd'hui la dernière de cette chronique 48 secondes. Merci à vous Frédéric de l'avoir rassuré depuis 3 ans et à très bientôt et très belles vacances à vous. À très bientôt Marc. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir l'intégralité des 48 secondes sur la playlist Techway sur la chaîne YouTube d'Emeria. Et ben voilà, c'est fini. Bonnes vacances aussi pour vous. Voilà. Au Pays Basque. Au Pays Basque. Profitez-en bien, puis on vous retrouve bien sûr à la rentrée. Merci. Belles vacances. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.